Oui, bien sûr. Euh, Valérie Babanov, en gros, Denis Ducrot en petit, c'est normal. Comme me l'a dit Catherine Descivel, en fait, c'est vrai que c'est un bouquin de niche qui n'est pas censé rapporter de l'argent à l'éditrice. C'est d'ailleurs pour ça que je lui rends hommage. Mais, comme elle l'a dit, le sujet le mérite. Et dans cette niche en question, le sujet Babanov est célèbre, alors que mon écriture à moi, c'est vrai, n'est pas connue. Alors, ce bouquin devait s'appeler Les 3 vies de Babanov. Parce que c'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est venu en France. Et j'ai suivi d'une façon irrégulière sa carrière, avec beaucoup de sympathie, de proximité, d'amitié. Et il m'a tellement surpris par ses grandes options, ce qu'il faisait, la manière dont il dirigeait et pilotait son existence, la sienne et celle de sa famille, hein, que j'ai trouvé ce parcours très romanesque. Et alors un jour, je suis allé le trouver en lui disant « Mais on pourrait faire un roman avec ta vie ». Alors il a rigolé en me disant qu'il y avait déjà pensé, qu'on lui en avait parlé déjà. Sauf que, c'est ce que j'explique dans l'introduction, on ne peut pas faire un roman avec un personnage aussi unique sans qu'il soit lui-même complètement, quoi. Ça ne peut pas être un personnage fictif inventé alors que le personnage réel est encore vivant. C'était pas possible. Alors quand je suis allé lui proposer ça, je lui ai dit on peut faire une biographie. Et il m'a dit bah oui, j'avais déjà essayé moi-même, mais c'est pas mon truc l'écriture, j'y arrive pas, donc si tu veux. Et on a convenu d'un truc très simple, hein, c'est-à-dire que je suis allé le retrouver autant de fois que nécessaire. On faisait des interviews de 2 heures, 3 heures, plus même, chez lui. Je rentrais, je notais le plus vite possible tout ce qu'il m'avait raconté. Il m'avait donné son pressbook à côté, il m'avait ouvert son site, que je puisse aller constater tout. Et le coup suivant, je lui disais en gros comment j'avais interprété ça. Et parfois, il corrigeait un petit peu, soit sur des détails, soit sur des interprétations que j'avais pu faire peut-être par une projection trop personnelle sur ce qui lui était arrivé, ce qu'il avait décidé. Et puis petit à petit, comme ça, on est arrivé, je ne sais pas combien on a fait d'interviews, 10, 12, 15, non, moins, plus, oui, au moins une quinzaine. Et je suis arrivé au bout, et c'est ce que je dis dans cette introduction, j'aimerais bien qu'il soit capable de la lire pour valider. En fait, il n'y a rien d'inventé, mais ce sont toutes les digressions que j'ai pu faire autour, parce que ça m'intéressait beaucoup de parler donc de lui jeune, de lui en URSS, de lui partant de l'URSS pour venir découvrir nos montagnes, puis ensuite de lui émigrant carrément en pénétrant complètement le monde de l'alpinisme occidental comme il a su le faire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la difficulté pour arriver en France et devenir guide à Chamonix ? Il était déjà un peu marginalisé vis-à-vis de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique s'était effondrée en 89, et alors que tout le monde s'était plus ou moins arrangé dans cette Union soviétique de l'époque livrée au capitalisme le plus sauvage, il s'était plus ou moins arrangé pour survivre, se débrouiller en faisant du business, des petits trafics et des choses comme ça. Mais dans le monde de l'alpinisme russe, il lui était absolument interdit de grimper en solo. Parce que c'est un sport qui était encadré par une structure collectiviste, où on pouvait devenir un excellent alpiniste. Ils ont quand même des sommets qui montent à plus de 7005, et toutes les variétés et les degrés de difficulté possibles. Mais leur progression pour devenir, comme ils l'étaient, maître d'alpinisme, c'était toujours dans une autonomie complète, vérifiée à distance parce que leurs massifs sont très lointains et autres, dans sa progression, toujours avec des cordées homogènes, capable de gravir le projet engagé, contrôle radio toutes les 5 heures, 2 radios
déficiente, deux fois successives, le sommet n'est pas validé, quelle que soit la performance, parce qu'il faut comprendre qu'ils devaient, dans ces pays, assurer eux-mêmes leur sécurité avec des amis, des copains qui étaient contactés à distance, qui mettaient un temps fou à arriver. Et, c'était complètement différent au niveau de la dimension de l'alpinisme qu'ils faisaient ici. Mais ça le titillait d'avoir cette envie de se retrouver seul en montagne comme l'ont fait les gens très forts de chez nous. C'est sûr que voir Christophe Profit dans la face ouest des Drues grimper comme il le fait en me disant en France c'est autorisé, chez nous on est exclu définitivement des refuges et du monde de l'alpinisme si on fait ça. Je comprends que ça n'allait plus le pousser. Et alors en fait ce qu'il a fait c'est que il s'est dit il me faut pénétrer le monde de l'alpinisme occidental pour faire valider en quelque sorte ma compétence. Et il est venu avec l'intention de se faire connaître, de montrer de quoi il était capable pour rentrer un peu dans l'alpinisme tel qu'on le pratique chez nous. Et surtout ce qui l'attirait, c'était pouvoir avoir des aides, des sponsors, pour pouvoir ambitionner des expéditions, des sommets qu'il n'aurait jamais pu faire autrement. Donc son idée, c'était se détacher de ce monde de l'ex-URSS où il avait été formé, mais sans aucune... comment dire... Il ne s'était pas rebellé contre ça. La seule chose, parce qu'il avait atteint les plus beaux niveaux, il était professionnel, il travaillait pour l'armée, mais il n'était pas guide au sens où on l'entend nous, c'est pour ça qu'il a dû le passer après. Et il était dépendant de cette notion collectiviste qui rendait l'alpinisme très chaleureux chez lui d'ailleurs, et ça il le dit, hein, avec des copains, des choses, une notion de liberté qu'on n'imagine pas pour nous de l'autre côté de ce qui s'appelait le rideau de fer. Et quand il est venu ici, voilà, la donne était différente, il devenait un individu, donc individualiste, dans un monde individualiste à souhait, puisque c'est ça qui fait le succès de chacun. Voilà, c'était la démarche, et ça m'a vraiment étonné et enthousiasmé de l'écouter, de commenter ça à hauteur de ce que je savais moi, de cette évolution historique, sociologique et tout. Donc ça me plaisait beaucoup, et ensuite c'est vrai qu'on est emmené par le personnage lui-même qui est, comment dire, il est enthousiasmant, il n'arrête pas de répéter qu'il a eu de la chance, mais bon sang, la chance, il a su l'aider. Hein. Il a aussi été pas mal aidé quand il est arrivé à Chamonix. Oui, alors il a été aidé parce que pour venir grimper à Chamonix, il lui fallait un visa. Et ce visa, il l'a obtenu parce que la Fédération française de la montagne, qui a été présidée à l'époque par Jean-Claude Marmier, le lui a envoyé sur une lettre de recommandation d'un ponte de l'alpinisme russe de l'époque, qui travaillait pour la structure et qui était aussi, je crois, introduit dans la structure militaire, avec donc Jean-Claude Marmier, ex-colonel et très, très grand organisateur. Voilà, c'était une caution valide pour inviter le jeune inconnu Valérie Babanov à venir grimper à Chamonix, à son initiative et à ses frais. C'est ce qu'il a fait, mais il faut être gonflé quand on ne parle pas un mot de français, quasiment pas un mot d'anglais, de venir en 95, débouler en France avec ses bagages, de l'argent qu'on a emprunté, en se disant, je vais leur... Voilà. Grosso modo, il ne se le disait pas comme ça, mais l'idée c'était, je vais leur montrer que j'existe. Quelles sont ces réalisations qui t'ont marqué ? Alors, les réalisations qui m'ont marqué, c'est vrai que quand on l'écoute raconter sa première ascension solitaire, quand il s'est détaché en ex-URSS de ce diktat, et qui est allé faire lui il raconte sa première ascension solitaire qui était bien sûr ONI à l'époque, mais il n'y avait plus de structure, donc personne pour le virer, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment... il a découvert des choses.
Après, c'est vrai qu'en suivant sa carrière, comme chaque fois il a poussé la barre un petit peu plus haut, ce qui m'impressionne le plus, moi, c'était on va dire, oui, plutôt le Nutse et le Janu, bien sûr. Ben, le Janu, ça a été un peu son apothéose. En fait, c'est Claude Gardien qui a écrit que c'était la plus belle course de Babanov. Il s'est trouvé un petit peu engagé dans une lutte qui a un peu dépassé les bornes qu'il croyait quand il a réussi avec Kochelenko, la face du Nutse. Il s'est trouvé un peu contesté, même beaucoup, par les Américains qui refusaient la notion de victoire sur la face sud du Nutse parce qu'ils avaient gardé un équipement sur la partie inférieure de la voie. Or, il se trouve que Valéry et Yuri Kochelenko avaient obtenu, avant de le faire, la validation de Reinhold Messner lui-même, qui disait que, eu égard à la longueur de la voie et des difficultés inférieures, le faire en style alpin complet, ça leur paraissait difficile, d'autant que ça avait été déjà tenté 12-15 fois et que personne n'était sorti au sommet. Plusieurs s'étaient arrêtés à peu près à la même hauteur, à 7006, un truc comme ça. 7004, je crois. Toujours est-il que, en s'octroyant cette liberté validée par le King, par Reinhold, ils avaient réussi avec Kochelenko de sortir en pleine nuit au sommet du Nutse, quand même 7008 quasiment, et puis avec l'Everest éclairé par la lune en face, c'était assez grandiose, surtout que la retraite en pleine nuit perdue avec une lampe frontale et sans rigoureusement aucun matériel de repli parce qu'ils étaient partis uniquement pour le plus léger possible, c'est une performance assez incroyable. Sauf que les Américains l'ont démoli, alors qu'il a eu le piolet d'or pour ça. Et les Américains l'ont démoli en disant que voilà, c'était pas du jeu, c'était pas ci, c'était pas ça. Et c'était l'époque où les piolets d'or, ça vacillait un petit peu parce qu'il y avait des trucs contestés dans tous les sens et ils n'arrivaient pas à s'entendre sur les critères. Et puis, un des principaux détracteurs de sa performance, Steve House, a écrit des choses désagréables et est allé lui-même, après avoir démoli le piolet d'or en disant que ça n'avait aucune valeur si c'était donné comme ça, est allé faire une voie formidable au Nanga Parbat, pour laquelle il a reçu le piolet d'or, cette fois qui revenait en grâce à ses yeux, puisque c'est lui qui l'avait gagné. Et Valéry, il a trop rien dit, il en voulait même pas. Il disait, bon, c'est comme ça. Il a dit, ben, ouais, je vais faire quelque chose. Et au Janu, il a fait au niveau engagement, altitude, difficulté et tout. Il a fait quelque chose avec Kofanov, d'au moins aussi bien que Steve House, et peut-être même plus beau, quoi. Avec donc le pilier ouest du Janu.